Alors, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Un grand merci à vous pour votre présence. Alors aujourd'hui, déjà un grand merci à Christophe et Valérie Canal, Valérie qui s'active en cuisine avec Clara pour nous préparer ce soir une soupe au pistou. Avec un café gourmand, 100% fait maison, donc voilà, pour celles et ceux qui souhaitent rester dîner. Alors, aujourd'hui, nous allons rencontrer Michel Rollion, faire connaissance. On va démarrer donc ce soir ce nouveau bistrot littéraire et aujourd'hui, nous allons aborder la question de l'homme qui voulait mourir vivant. Alors, beaucoup de personnes sont actuellement happés par la pression médiatique du moment qui nous offre souvent des sujets morbides, mortifères. Je vais oser les citer, la guerre en Ukraine, Gaza, les élections européennes avec les résultats que l'on connaît, les nouvelles élections législatives qui se préparent avec 577 nouveaux députés qui vont être élus dans quelques semaines et qui vont bien sûr légiférer sur le devenir de notre belle République française, l'inflation, les maladies, et puis parmi ces maladies, celles qu'on connaît, qui malheureusement se développe de plus en plus, Alzheimer, Parkinson, le cancer. Et ce sera justement le cancer, l'un des sujets de notre livre. Alors vous me dites, quelle entrée en matière, c'est particulièrement négatif. Et là-dedans, dans tout ça, où se trouve l'espérance ? Sommes-nous résolument condamnés à vivre dans un tunnel sans fin ? Sommes-nous obligés de vivre le mythe de la caverne de Platon où l'obscurité finalement peut être plus rassurante que la lumière et peut-être même devenir notre zone de confort? Sommes-nous engagés sur une autoroute sans sortie? Eh bien non. Non. La réponse que je vous donne maintenant, c'est un grand non. Et soyez-en rassurés, il y a beaucoup de choses qui vont bien. Et je crois que je ne suis pas la seule à le savoir. En effet, aujourd'hui, je suis sûre que je serai largement soutenue dans mon élan d'optimisme par Michel Rollion, qui nous fait l'honneur de sa présence et qui pourra nous confirmer mon propos. Michel Rollion, c'est ce que vous nous confirmez dans votre magnifique roman que j'ai dévoré, que j'ai lu, relu, survolé, repris des passages, l'homme qui voulait mourir vivant. Si chacun d'entre nous peut être exposé à l'adversité, chacun d'entre nous peut s'en sortir, peut aller au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. L'homme qui voulait mourir vivant nous exhorte à vivre. L'homme qui voulait mourir vivant nous incite à l'amour des autres, mais aussi à l'amour de soi. L'homme qui voulait mourir vivant nous presse, nous persuade, nous convainc que tant que la vie est là, les dés ne sont pas jetés. Michel Rollion, vous êtes l'auteur de ce roman, L'homme qui voulait mourir vivant, paru en avril 2022, et votre livre a connu un grand succès, plus de 20 000 exemplaires vendus. Votre livre est désormais commercialisé en Belgique, au Canada et dans différents pays francophones. Les droits ont été rachetés par les éditions J'ai lu et je vous laisserai dévoiler une partie de son contenu. Mais ce que l'on doit faire ressortir d'essentiel de ce roman, c'est qu'il contient des secrets, beaucoup de secrets, qui peuvent changer le cours de la vie des lecteurs, des lectrices. Ils prônent l'espérance, ils prônent la volonté, ils prônent l'action. Ils nous incitent à vivre la vie sans condition et sans que cela ne soit négociable. Michel Rollion, avant d'aller plus loin dans la présentation de votre roman, pouvez-vous nous dire qui vous êtes ?
Merci pour cette intro, Malika. J'avais pas perçu qu'il y avait autant d'optimisme dans mon bouquin, mais il y en a quand même, oui, beaucoup. Et puis je trouve que c'est bien de démarrer par qui est l'auteur, parce qu'il y a quand même, chaque fois qu'on écoute un message, c'est vachement important de faire attention à qui est le messager. Ça m'est déjà arrivé d'être déçu de certains auteurs qui avaient écrit des bouquins assez étonnants, et quand je me suis aperçu que ils avaient traversé des difficultés style séparation avec leurs enfants, où ils se parlaient plus, alcoolisme, des choses comme ça. Ça galvaudait un petit peu, j'ai récemment, j'aime beaucoup Jacques Brel, et j'ai récemment été un peu déçu par quand même. J'étais assez profondément dans sa vie. Je suis allé à l'Institut Jacques Brel à Bruxelles, et c'est vrai que c'est important, je crois, finalement, de qui est-ce qui parle ou qui est-ce qui écrit derrière juste une œuvre, quoi. Alors après, répondre à la question qui suis-je, c'est toujours une question difficile. Avec mes stagiaires, on passe quelquefois, je fais une formation assez longue de développement personnel, où on passe une journée complète sur l'identité. Donc c'est très difficile de répondre à cette question existentielle, qui suis-je. Alors je vais répondre de manière un peu classique. Je suis de manière personnelle, je suis marié, j'ai 2 filles, et je suis le fils de mes parents, le frère de mes sœurs et le papa de mes 2 enfants, et l'ami de mes amis. Mais ça définit toujours pas qui je suis. Puis si je parle de quelques valeurs, ou probablement une de mes valeurs principales, c'est l'intégrité. Ça définit toujours pas qui je suis, parce que ce ne sont que des valeurs. Donc c'est pas si simple de répondre à ça. Et il y a une manière alors après je peux y répondre de manière professionnelle. J'ai été kinésithérapeute, puis j'ai été psychothérapeute, coach, formateur en PNL et en hypnose. Et du coup, comme j'avais monté mon institut de formation à Montpellier, j'ai été beaucoup chef d'entreprise. Donc j'ai eu plusieurs casquettes, et la dernière, c'était celle de romancier. Mais ça ne définit toujours pas qui je suis. Et je pense que la meilleure manière de se définir, c'est de passer par une métaphore. Alors j'en ai eu plusieurs des métaphores. À une époque, je me sentais être une bougie, un autre jour un camion. Enfin bon, voilà. Alors de l'extérieur, ça fait bizarre, mais moi j'y mets des images et des choses dedans. Et je crois qu'aujourd'hui, ça fait la semaine dernière, j'étais sous ma douche et je me posais cette question. Je préparais rien du tout, ça n'avait pas de rapport avec ça. Et je me sentais, si je devais répondre aujourd'hui à la question qui je suis, je dirais que je suis une trajectoire. Je me sens être comme parce que on est toujours en train de bouger, un peu comme le cours d'une rivière qui bouge tout le temps, qui est jamais faite de la même eau, et pourtant c'est la même rivière. Je pense que le paradoxe de l'identité, il se situe un petit peu comme ça. Et ça, c'est désangoissant, parce que du coup, ce que je suis aujourd'hui ne sera pas forcément ce que je serai dans quelques jours, semaines, mois ou années. Alors ça ne change pas quand même du jour au lendemain, mais ça peut permettre d'ouvrir des portes et de se définir un petit peu autrement. Voilà, donc si je devais vous répondre en un mot, je vous dirais que je suis une trajectoire, Malika. Ça vous arrange peut-être pas, mais voilà. Écoutez, on va composer avec ce nouveau statut de trajectoire, et ça va me donner, on va dire, la direction pour la suite. Donc ce livre, justement, a une particularité. Et là, justement, j'allais dire que vous brouillez les pistes. Pour une trajectoire, c'est pas évident. Déjà, ce livre a une particularité, justement, c'est qu'il ne s'adresse pas au lecteur ou aux lectrices. Il s'adresse aux différentes parties du lecteur ou de la lectrice. Et alors, ces différentes parties, que sont-elles? Son subconscient, sa partie rebelle, son mental, son enfant intérieur, sa partie intuitive, des points de suspension, parce que finalement, il y en a d'autres. Un lecteur, une lectrice n'est pas que ça, mais c'est aussi ça. Et tout ce qu'il va découvrir en lui, en elle. Il n'est pas commun d'interpeller le lecteur tel que vous le faites dès le départ dans votre livre. Pouvez-vous nous préciser pourquoi vous faites le choix d'interpeller le lecteur, la lectrice de cette façon-là, et quelle est la particularité justement de votre livre dans la relation que vous créez au lecteur et à la lectrice? Alors, clairement, je cherche à écrire pour le lecteur ou pour la lectrice. Il n'y a pas d'autre sens
Si j'avais pas eu de lecteur, je ne l'aurais pas écrit. J'aurais peut-être fait d'autres choses. J'ai fait pas mal de choses dans ma vie. Donc, à partir du moment où il y a un Gugus qui est dans son coin, sur son ordinateur, dans différents pays dans le monde, à travers mes voyages, et qui écrit un jour, et puis des années plus tard, il y a des personnes qui vont lire le livre, pour moi, il faut qu'il y ait une rencontre, vraiment. Et alors du coup, on pourrait dire que c'est une rencontre entre un auteur et un lecteur, mais je pense que la meilleure des rencontres, c'est de faire que chaque lecteur puisse se rencontrer lui-même ou elle-même. Ça, c'est la rencontre magique par excellence, quoi. Et donc, mon karma, je ne sais pas si c'est ça, c'est d'essayer de relier les gens avec les différentes parties de eux, de relier les gens entre eux et eux-mêmes, entre eux et leurs proches. Et je pense que le lien est une des plus belles choses avec laquelle on puisse cheminer sur le court temps de notre vie. Et du coup, c'était un petit peu... Donc je l'ai mis, oui, j'ai dédicacé ça directement de cette façon-là. Je pense que je me suis un tout petit peu inspiré aussi Bon, Le Petit Prince est un livre qui m'a beaucoup impressionné. Je suppose quand même qu'il y en a certains d'entre vous qui l'ont lu. Et il dit, je crois au début, il le dédicace à son ami Léon Schwartz, ou je ne sais plus comment il s'appelle, ou plutôt au petit garçon qui était Léon Schwartz, puisque c'est et j'ai trouvé je pense que j'ai été inspiré par ça, et donc j'ai un peu développé un peu plus. Voilà, je pense qu'on est fait de... C'est une métaphore de dire qu'on a différentes parties de nous. On n'est pas certain que ce soit vrai, mais le fait de parler de cette manière-là, ça permet quelquefois, en médecine, en psychothérapie, en relationnel, en management, quelquefois, ça permet de faire des raccourcis que le cerveau comprend relativement bien. Voilà, donc du coup, j'ai une partie masculine, j'ai une partie féminine. Je suppose que vous aussi, est-ce que vous l'avez bien développé? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ces deux parties-là? Et ainsi de suite, on pourrait voilà. Et le fait de le découper un petit peu, ça nous rend plus riches et finalement plus complets. Et je pense que cette complexité nous amène à plus de liberté, quelque part, plutôt que d'être défini par comment on a été défini quand on était petit. Qu'est-ce qu'on a dit de vous? Est-ce que vous étiez le rigolo de la famille? Moi, c'était mon style. Est-ce que vous étiez celui qui posait problème et du coup toute la famille tournait autour de vous? Est-ce que vous étiez la chipie? Est-ce que vous étiez, je ne sais pas. Et on est quelquefois un peu prédéterminé par notre histoire familiale. Et je trouve que de pouvoir dire qu'on est plein de gens à l'intérieur de nous, plein de personnes, ça ouvre un peu, je trouve, et ça nous permet d'aller un peu plus loin peut-être que notre destinée initiale, quoi. Je ne sais pas comment dire. Très bien, merci. Alors, dès le début de votre livre, Michel, vous annoncez la couleur, sur la façon dont le lecteur va devoir se positionner. Et une phrase nous interpelle lorsque le personnage principal, je reviendrai après sur le personnage, nous dit « Je suis malade ». Donc il est atteint d'un cancer, on l'apprend dès les premières pages. Je ne suis pas malade, pardon. Je ne suis pas malade, je fabrique en ce moment une maladie. Sommes-nous à l'origine de nos mots MAUX? Alors, oui, une maladie est toujours plurifactorielle, il y a toujours un mélange de choses. Il y a de la génétique, il y a notre façon de manger, il y a notre façon enfin voilà, on participe évidemment sans s'en rendre compte à beaucoup de choses à l'intérieur de nous, y compris nos pathologies, nos migraines, nos choses comme ça. Une de ces parties est, donc on n'arrivera pas à changer nos gènes, mais on peut quand même changer notre alimentation, on peut changer notre façon de penser, on peut changer notre manière de dormir, de pas mal de choses finalement. Et donc du coup derrière l'histoire donc le héros lui se disait je suis malade, et il rencontre un médecin qui va le bousculer sérieusement, qui lui dit non, vous n'êtes pas malade, vous fabriquez une maladie, parce que c'est pas une identité d'être malade. Et malheureusement la langue française, et il n'y a pas que la langue française, en espagnol et en anglais c'est pareil,
La différence en espagnol, c'est qu'ils ont ser et estar. Ils ont deux mots. Donc, on est français. Ils n'ont pas le même mot. Nous, on a le même mot pour dire être français, qui a priori ne bouge pas, et être malade, qui est un passage dans la vie. Et c'est dommage, quelquefois, de s'identifier à notre maladie. Et si on exprime qu'on fabrique une maladie, ça a un double avantage. Si on la fabrique, on peut la fabriquer un peu, beaucoup, passionnément, à la folie ou pas du tout. Donc on peut la moduler, alors que si je suis malade, c'est on ou off. Et deuxio, si je la fabrique, ça veut dire que je peux peut-être commencer à agir dessus. Donc ça paraît peut-être un jeu de mots pas très très important, mais je trouve que ça pourrait être pas mal de ne pas identifier les gens à leur, à leur dépression. Nous fabriquons des dépressions, des angoisses, des cancers, des migraines. Pour l'instant, donc on pourrait dire je fabrique une dépression depuis 20 ans à la limite, mais plutôt que de dire je suis dépressif, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Ça nous redonne un peu de pouvoir. Et en plus, le cancer est par définition, j'ai regardé ce que c'était que c'est vraiment une prolifération, enfin c'est une action presque, c'est une action de nos cellules qui vont muter d'une certaine manière donc c'est presque une action cellulaire. Donc on est vraiment on est dans le faire, une maladie et pas dans l'être, quoi. Donc voilà, c'était ça Donc oui, on est et évidemment on peut pas dire à quelqu'un on peut pas dire à quelqu'un que c'est de sa faute s'il est malade, c'est inentendable et c'est complètement absurde, ce serait même irrespectueux, mais on peut peut-être, avec beaucoup de pudeur et beaucoup d'amour quand même, après avoir pris en charge cette personne-là, après l'avoir accueillie, on pourrait commencer à lui glisser l'idée qu'il coparticipe à sa maladie. C'est juste de la coparticipation, et en plus c'est une coparticipation qui n'est pas consciente, donc du coup on est loin d'être coupable de nos maux, mais on est probablement coparticipant et peut-être plus que ce que l'on croit. Du coup, ça ouvre une porte de « Ok, si j'y coparticipe, comment ça se passe? Comment ça a démarré? Comment j'ai envie que ça avance? Et comment est-ce que je peux commencer à faire changer le lit de la rivière ?» Et là, ça ouvre des portes. Et alors justement, Michel, c'est la façon dont votre personnage, alors on va le décrire, le personnage principal s'appelle Alain, il a 38 ans, il est atteint d'un cancer, sa compagne, son âme sœur, prend la fuite sans laisser d'adresse au moment où il annonce sa maladie. Vous avez dit dans votre propos précédent, on a le pouvoir de... Et la question est de savoir, justement, Alain, 38 ans, malade, sportif, skieur de haut niveau, qui se retrouve seul face à sa maladie, face à lui-même, en quoi le cancer d'Alain et sa situation de vie après l'annonce de sa maladie constituent une métaphore. Alors, ce que je voulais pas, alors ce qui est rigolo, c'est qu'au départ, entre le livre de départ et ce qui est arrivé après, je l'avais lu que certains auteurs se laissaient aller au fur et à mesure de leur écriture à des histoires qui changeaient. Je ne pensais pas que j'allais le vivre à ce point-là. Donc je ne sais même plus à quel moment j'ai décidé de mettre un cancer à mon héros. Ce qui prouve qu'il y a quand même pas mal de processus inconscients qui se font. C'était quoi la question, Malika? En quoi le cancer d'Alain et sa situation constituent une métaphore? Et donc du coup, je voulais pas... tout le livre va participer, entre autres, donc du coup, le livre va être sur deux quêtes. Un, essayer de guérir de son cancer. Deux, essayer de retrouver sa compagne. Et il est quasi persuadé qu'elle est partie à New York, donc il va la chercher à New York sans du tout savoir si elle est là-bas. Donc du coup, tout le livre va se passer à New York. Et il est dans cette double quête, puisqu'au départ, il vit un double tsunami. Tout va bien et en 15 jours... 1, il apprend qu'il a un cancer. 2, sa compagne le quitte en lui laissant une lettre parce que son père à elle est mort d'un cancer et qu'elle a peur de lui porter malheur, tout ça. Donc il se retrouve, et probablement dans sa psychologie, ou en tout cas dans la psychologie, dans la mienne, donc du coup dans la psychologie du héros, il est plus dévasté par le départ de sa compagne que par l'annonce de sa maladie. Donc il va tout faire pour
tenté de traiter ces deux problèmes numéro un dans sa vie. Et du coup, je voulais pas c'était un peu clivant de faire un livre avec un point de départ sur le cancer. Donc à un moment donné, au bout de quelques pages, je mets dans une petite note de bas de page que voyons le cancer de cet homme-là comme une métaphore de tous nos petits cancers. Je ne sais pas lesquels sont les vôtres, mais est-ce que c'est d'être un peu seul? Est-ce que c'est de vous énerver dans les embouteillages? Est-ce que c'est, alors celui-là il n'est pas trop méchant, mais est-ce que voilà, on a plein de petits mots qui peuvent être un burn-out, qui peuvent être une dépression, qui peuvent être une fatigue, qui peuvent être voilà. Donc du coup, voyons le mot cancer. Et ce que je voulais, c'était que le lecteur se disent bon ben voilà, moi je pourrais le lire comme quelqu'un qui a fait un burn-out, parce que moi j'en ai fait un, et tout le livre est exactement le même finalement, quoi. C'est pas le cancer en lui-même qui est le thème, c'est la difficulté d'être en pleine santé physique, mentale, morale, relationnelle, spirituelle. Je veux dire, avant que tout ça soit au taquet à 100%. Je ne sais pas pour vous, mais moi, il a fallu que je l'ai un petit peu de temps quand même. Et puis, c'est encore à travailler, quoi. Votre livre se décompose j'ai plus le nombre exact, d'un certain nombre de chapitres. Alors, ça, c'est vraiment une petite parenthèse qui m'est très personnelle. J'ai adoré le chapitre numéro 13. Et j'inviterai les lecteurs, les lectrices à le découvrir. C'est une pure merveille, il fallait y penser. Voilà. Donc, vous savez où je veux en venir. Alors, donc ça, c'était la petite parenthèse personnelle du chapitre 13. Alors, vous avez Maud Ankawa, auteur du livre Respire ou Kilomètre Zéro, ou encore Christine Michaud, qui a écrit le livre Il est temps de vivre la vie que tu t'es imaginée, qui sont deux autrices connues. À succès, et elle commente votre livre. Dans le livre, on a des commentaires de ces deux auteurs. La première qui dit que votre livre est une leçon de courage et d'espoir qui incite à vivre pleinement, et la seconde décrit votre roman comme un livre plein d'espoir qui inspire et éveille. Ces deux autrices sont connues pour leurs romans qui nous orientent dans le domaine du développement personnel. Est-ce que l'on peut dire que L'homme qui voulait mourir vivant est un livre de développement personnel? Oui, en partie. Il est un petit peu moins feel good que certains livres qu'on peut trouver actuellement sur le marché. Enfin, sur le marché, c'est pas très joli comme mot, mais c'est pas vraiment un produit, un livre, hein. C'est une rencontre. Je sais pas comment vous le sentez, vous. Mais bon, c'est quand même quelque chose qui s'achète. Et donc oui, je suis un petit peu dans le secteur du développement personnel, mais quelquefois ça se mélange avec un peu de philo, un peu de psycho. On pourrait dire aussi que c'est un roman initiatique, on aurait pu le dire un petit peu comme ça. Mais c'est sûr que étant moi-même psychothérapeute et formateur en communication, c'est quand même mon point fort, le développement personnel et toute la psychothérapie et tout ce qu'on peut faire de sa vie. Donc oui, il a cette coloration-là, et en tout cas ces deux femmes-là, Maud Ankawa qui est quand même connue en France, elle cartonne en ce moment à tous les niveaux. Et du coup j'ai mangé un jour avec elle, parce qu'on avait la même maison d'édition chez J'ai lu, sur un salon à Paris, et je le savais, mon éditrice me l'avait dit, mais Maud elle est venue me voir, elle m'a dit Michel, j'ai adoré ton bouquin. Elle me dit si c'était Musso qui l'avait écrit, il aurait vendu à 3 millions d'exemplaires. Waouh, ça fait... Et c'est vrai que je ne m'attendais pas à être soutenu un peu comme ça par quelques auteurs. La fille de Frédéric Dard aussi l'avait lu, elle avait trouvé que c'était chouette. Bon, après j'ai bossé comme un barjot, hein, donc un peu de mérite, c'est un peu mérité quand même, hein, ouais. Mais vraiment comme un vrai barjot. Je suis un vrai perfectionniste, moi. Et donc, ouais, c'est un livre de développement perso, mais qui a une petite atmosphère de roman polar qu'on trouve pas du tout dans les romans de développement perso, parce qu'il cherche quand même cette femme et il ne sait pas s'il va la trouver. Donc c'est... Ouais, il a peut-être pas autant...
il n'est pas aussi copié-collé que certains livres qu'on trouve en ce moment. Il a peut-être un peu plus d'originalité. Mon éditrice avait trouvé que ce qui était un peu embêtant, c'est que quand on démarre sur la 4e de couverture et qu'on apprend que ça parle du cancer, elle me disait il a l'inconvénient d'être clivant ton bouquin, qu'il y a des gens ils vont dire oh là là, un truc de cancer, on le pose. Bon, et sinon, ma maison d'édition pensait que ça allait vraiment, vraiment cartonner beaucoup plus que ça, quoi. Donc il a à la fois bien marché, en même temps je suis un peu déçu. Bah voilà, c'est ça les perfectionnistes, hein, ils sont jamais contents. Voilà, mais ça va venir. Ça va. Ça va venir parce que ça reste un livre vraiment qui mérite d'être connu. Et donc, ben justement, si on rentre un peu plus dans le détail, qu'est-ce qui vous a inspiré cette histoire, cette aventure? C'est étrange. Pourquoi New York? Pourquoi Chamonix? Pourquoi... Je peux pas vraiment y répondre. Là vraiment, il faudrait que vous parliez directement à mon inconscient. Si vous arrivez à l'attraper, ça serait bien. Au départ, c'était... Au départ, vous qui l'avez lu, vous allez retrouver un truc. Au départ, j'avais décidé d'écrire un livre sur un chauffeur de taxi qui prend un client dans son taxi. Le client laisse un livre dans son taxi et le livre que laisse le client va changer la vie du chauffeur de taxi. Entre ça, alors on retrouve effectivement une partie, puisqu'il y a un livre dans le livre, pour gagner sa vie et pour chercher sa compagne, l'auteur, j'aime bien le lapsus, le personnage Alain, qui est mon deuxième prénom, donc bon quand même il y a un peu de... va devenir chauffeur de taxi à New York. Je spoile pas toute l'histoire en disant ça. Donc on retrouve un petit peu ça, mais entre le point de départ et c'est quoi? C'est peut-être 5 ou 10% du livre. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été modifiées et je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de lui mettre un cancer. Pourquoi je me suis dit, au départ c'était un chauffeur de taxi à Montpellier. Après je me suis dit, bon, si je veux vraiment être lu et peut-être traduit, c'est peut-être plus simple d'avoir des villes connues comme Chamonix qui est quand même un peu connue dans le monde entier et New York évidemment. Du coup je suis un peu sorti de la ville de Montpellier. Je pense que c'était plutôt pas mal. Mais je sais pas. Il y a une partie de mon inspiration qui est dans les limbes quelque part. Voilà, dans le subconscient. Ouais, c'est ça. Hein? Alors justement, Alain, le protagoniste, est malade. Enfin, pardon. Oui, ça va, vous pouvez dire qu'il est malade. Oui, si vous voulez, ça va. Et il rencontre 3 médecins qui vont l'aider à combattre cette maladie. Et plus encore à lever ses freins psychologiques. Ces 3 médecins, donc on a un premier qui est spécialisé... Un oncologue qui travaille sur un... Voilà, qui va lui prescrire une chimiothérapie, enfin un truc classique. Voilà. Un second, psychosomatique. Et un troisième, un médecin. Donc les 2 premiers sont des médecins conventionnels. Oui, enfin le deuxième, il est déjà un peu... Entre deux. Un peu bizarre quand même. Hein. Et le troisième, alors lui, c'est le médecin intérieur. Ouais. Lui, il n'a rien de conventionnel du tout. Oui, alors justement, quelles sont les spécificités de chacun de ces médecins? Bon, il y en a un, quand on fait un livre quand même où on parle du cancer, si on commence à dire qu'on peut traiter le cancer de manière psychosomatique et en utilisant de la médecine parallèle, on est absolument certain qu'on va avoir tout le corps médical contre soi et on va se faire défoncer à tous les niveaux. Donc du coup, je trouvais que c'était quand même cohérent. En plus, je le pense que si malheureusement un de ces 4, quelqu'un dans la salle a une grave maladie, je trouve que c'est quand même bien de se tourner en premier vers la médecine conventionnelle qui quand même... La médecine moderne a quand même fait des progrès incroyables, je trouve. Donc du coup, voilà, donc il a un médecin oncologue qui le traite et qui traite son cancer. Mais le médecin oncologue l'envoie chez un médecin de médecine psychosomatique et en fait, c'est surtout la relation avec... Enfin, il y a une partie du livre qui se passe dans le cabinet de chez le docteur Patterson, qui est le médecin psychosomatique. C'est lui qui lui dit « Vous n'êtes pas malade, vous faites une maladie » et il va lui prescrire des choses un peu particulières. Entre autres, par exemple, il va lui demander 50 raisons il va lui demander pourquoi est-ce qu'il veut guérir. Alors Alain, il dit, mais comment ça, pourquoi je veux guérir? Je sais pas, pour vivre longtemps. Ok, d'accord, mais pourquoi est-ce que vous voulez vivre longtemps? Et il va le cuisiner sur quelles sont les raisons profondes, précises. Et du coup, Alain, il repart avec une prescription de tâches et il doit écrire 50 raisons
ou 20, je ne sais plus, quelles sont les raisons pour lesquelles il veut guérir, quoi. Et il doit trouver des trucs très précis du style se marier à telle église, là, boire un bon vin, et lequel et tout ça. Et en fait, en faisant ça, le médecin, le deuxième médecin, cherche à lui donner des objectifs précis parce que c'est pas tout à fait pareil de se lever le matin en disant j'ai envie de vivre longtemps que de se lever en disant j'ai envie de faire le tour des Annapurna dans 2 ans, j'ai envie de construire une maison sur la place de Donzère et prendre mon café le matin dans ce petit bistrot adorable. On a plus d'images, plus de raisons précises de vivre. Notre cerveau, il a besoin de choses comme ça, quoi. Il a besoin de projets, il a besoin d'images, il a besoin de précision dans les images. Si on dit je veux être heureux, il sait pas faire notre cerveau. Si par contre, il sait j'ai envie d'appeler Malika pour prendre un café à la machine à café avec elle à 10h. C'est pas parce que j'ai ce projet-là le matin que Malika va être disponible, mais en me mettant quelque chose de précis dans la tête, j'ai un peu plus de chances de l'obtenir. Voilà, donc c'est ce que j'appelle de la communication avec soi-même, intrapersonnelle. Et en fait, quand on communique autant avec les autres qu'avec nous-mêmes. Et toute cette partie de communication intrapersonnelle, il n'y a personne qui nous a appris à nous servir dans notre cerveau. On a débarqué avec une machine extraordinaire entre nos 2 oreilles à la naissance et on n'a jamais eu le mode d'emploi de notre cerveau, quoi. Ça paraît effarant, quoi. Et ce qui est fou, c'est qu'on n'a pas des cours de cerveau à l'école, on n'a pas des cours de communication à l'école. Alors on sait que Napoléon, tel jour, il est mort et tel jour, il est allé à Sainte-Hélène et on ne sait pas comment on doit parler de ses besoins à son frère ou à son copain de classe. Je pense que dans 200 ou 300 ans, quand ils sauront que les enfants à l'école n'avaient pas de cours de ce type-là, ils diront mais ils étaient vraiment arriérés au XXIe siècle. Hein. Voilà, j'ai profondément espérons. Hein, ouais. Hein et du coup, le troisième médecin, lui, il prend pas beaucoup de place dans le livre. Donc du coup, le deuxième médecin lui dit mais est-ce que vous avez contacté votre médecin intérieur? Alors du coup, Alain, il ne comprend pas trop de quoi il veut lui parler. Et c'est vrai qu'à l'intérieur de nous, vous avez un médecin intérieur, vous avez aussi un pédagogue intérieur, vous avez un prof intérieur, à l'intérieur de vous, il y a finalement énormément de choses et on nous a jamais trop incité à aller chercher un peu qu'est-ce que c'est qui fonctionnait, quoi. On nous a dit mais pas tes doigts dans ton nez, sois gentil, travaille bien à l'école, nanani, nanana, mais on nous a jamais dit mais essaye de bien communiquer avec toi-même, on n'a pas eu beaucoup de bonsoir. Rentrez. Bonsoir, prenez place. Il reste des petites places à droite, à gauche. Et donc du coup, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais quand vous avez, par exemple, quand vous avez un virus ou une bactérie, votre cerveau, il fabrique de la fièvre pour pouvoir combattre. C'est ça que j'appelle le médecin intérieur. C'est ce qui se passe à l'intérieur de vous qui fait que vous régulez beaucoup de choses. Si vous cassez un os, votre médecin intérieur va fabriquer de l'os. Il ne va pas fabriquer des cheveux. Si vous cassez un ligament, il va fabriquer du ligament. C'est extraordinaire. On a une machine incroyable à l'intérieur de nous et on nous a jamais trop, nous a jamais trop demandé d'essayer de rentrer en contact avec lui. Voilà. Alors moi je dis lui parce que j'ai dit mon médecin intérieur, mais pour vous c'est peut-être une médecin intérieure, hein, je ne sais pas comment, ou c'est un grand chevelu, je ne sais pas. Vous voyez, et je trouve que ça pourrait être bien de rentrer en contact avec ce médecin intérieur, lui dire, ben voilà, qu'est-ce que tu crois que je peux manger aujourd'hui, à quelle heure je peux me coucher ce soir, ah bon, ce soir je peux faire la fête, tout va bien, ok, super. Bref, toujours cette histoire de bien communiquer avec soi à plusieurs niveaux différents. Du coup, ça fait ces 3 médecins-là. Mais le médecin intérieur, j'en parle pas beaucoup quand même, quoi. C'est surtout le deuxième, le médecin psychosomatique, qui est un personnage central du livre. Alors, justement, on va continuer pour aller découvrir un peu votre livre. Déjà, dans sa construction aussi, il a une particularité. Très souvent, lorsque l'on lit un roman, on a des citations en début de chapitres. Vous prenez le problème complètement à l'envers. Toutes les citations sont à la fin et c'est, je sais pas, peut-être un de ces médecins, oncologue ou médecin intérieur ou psychosomatique, je sais pas. Oui. Qui apporte une de ses idées, une de ses citations. Et puis on a plein de grands auteurs, que vous citez au long du livre. Du coup, il y a 50 chapitres. Il y en a quelques-uns qui font juste 3 pages, d'autres qui sont un peu plus longs. Mais
je crois que j'aime bien un petit peu être un peu rebelle ou un petit conformiste. Enfin, je sais pas. En tout cas, au début, elles y étaient pas ces citations. Puis après, je me suis dit, ça serait pas mal d'en mettre. Et puis du coup, je me suis amusé à les mettre en fin de chapitre. Et je me suis amusé à plusieurs niveaux avec ces petites citations. Donc du coup, vous lisez un chapitre, puis il y a une petite citation, puis vous lisez un autre chapitre, il y a une autre citation. Et des fois, c'est des citations ça peut être des citations de Platon ou de Freud, enfin des gens qui sont connus. Et puis des fois, ça peut être une citation. Il y en a une que j'ai signée Michel Rollion. Il y en a une, c'est des personnages du livre qui font une citation. Donc en fait, c'est moi qui fabrique la citation et qui les fait. Et donc du coup, ça fait un truc un peu bizarre, quoi. Et j'avais peur que ça enlève, que ça empêche j'ai beaucoup travaillé sur le fait que le livre, il soit, il y a un mot anglais, les éditeurs, ils parlent beaucoup de ça, page turner, c'est-à-dire on a envie de tourner la page, quoi. Si on veut écrire un livre qui est un peu gros, si on l'écrit pas un bouquin qui percute et qui fait qu'on n'a pas envie de se coucher le soir parce que l'histoire est géniale, c'est ça qui demande beaucoup de travail, d'arriver à enlever les longueurs et pour que ça reste sur l'histoire. Et j'avais peur que les petites citations, c'est juste une phrase, hein, je sais pas, c'est pas la peine d'en... et j'avais peur que ça coupe un peu le liant. Oui, en sachant que la citation que vous choisissez est toujours à propos. Et oui, il y a toujours un lien très étroit avec ce qui a été dit précédemment. Ça sert finalement de conclusion à chaque chapitre. Alors voilà, du coup, il y en a qui sont marrantes. À un moment donné, ils rentrent dans la je sais pas, celle qui me vient, il y en a une de Woody Allen. Il rentre il visite la statue de la liberté. De la liberté, merci. Et puis j'avais vu un jour, et donc du coup, à la fin c'est peut-être la main droite, je sais pas. Et j'ai mis une citation de Woody Allen qui dit la dernière fois que j'ai pénétré une femme, c'était en allant visiter la Statue de la Liberté. Bon, pas très élégant, mais voilà quoi. Ouais, des fois ça mange pas de pain. Hein, c'est juste pour faire. En fait, c'est un peu des clins d'œil. Ouais. Quelquefois c'est des clins d'œil et des fois c'est des trucs plus philosophiques. Plus philosophiques. Je crois qu'à un moment donné, on a Nelson Mandela. On a beaucoup de personnalités. Hein. On retrouve sur 50 citations. Oui, mais forcément, il y en a quelques-unes qui sont. Voilà. Alors, une autre occasion de sortir le lecteur, la lectrice de sa zone de confort dans votre livre, parce qu'il bouscule votre livre. Il nous sort vraiment de notre zone de confort. Et donc, nous découvrons une histoire dans un livre. On pourrait se dire, c'est un livre banal, un livre quelconque, et puis on a un personnage qui oublie ce fameux livre dans ce fameux taxi. C'est ça. Là, pour le moment, je ne spoil rien. Non. Puis j'en ai parlé moi. Et puis finalement, on se retrouve à lire 2 livres à l'intérieur d'un même livre, puisque en tout cas, un deuxième livre. Notre auteur nous donne des extraits du livre qu'il a trouvé. Donc, en fait, on se retrouve. On lit une histoire, et de cette histoire, on passe à des pages d'un livre. C'est ça, donc du coup, jusqu'à la fin. Voilà, quand c'est écrit comme ça, c'est l'histoire, et puis quand on arrive à des passages du livre à l'intérieur du livre, voilà, il y a... Et c'était une manière de... Ça, c'était... donc ça, c'était le cœur de mon histoire, et ce que je cherche à faire, c'est que ce que le héros va lire va influencer sa manière de faire, et ce qui me permet aussi de pouvoir délivrer... parce que moi, mon karma ou mon projet, c'était d'écrire, je le dis au tout début du livre, c'était d'écrire un livre qui changerait la vie des gens. Et puis, je l'écris aussi dans le bouquin. J'avais dit ça un jour dans une soirée, et il y a quelqu'un, c'était mon ex-beau-frère, qui me dit, ça serait bien que tu écrives déjà un livre qui change ta vie à toi. Et j'ai trouvé que c'était un très très beau recadrage. Et je lui ai dit, merci, tu as raison. Et donc du coup, j'explique que oui, ce livre, je ne sais pas s'il va changer la vie des gens, mais en tout cas, il a déjà changé la mienne. Et donc, le projet, c'était vraiment d'écrire un livre J'avais hésité à écrire un roman. C'est beaucoup plus difficile d'écrire un roman que de faire un livre de développement personnel sur la PNL ou l'hypnose.
Ça, c'est des trucs que je connais par cœur. Là, d'arriver à cacher des messages à l'intérieur d'une histoire, et du coup, c'est quand même beaucoup plus subtil. Il ne faut pas être trop lourd. Enfin, c'est ça la subtilité d'un roman de développement perso. Et donc, du coup, comme à un moment donné, il lit un livre de pur développement personnel, là, je pouvais y aller. Du coup, c'est une manière de passer plein de messages que j'avais envie de faire passer d'une manière plus directe, à part que, du coup, le lecteur, vous, si vous le lisez, vous le lirez en même temps que le héros. Voilà, c'est tout, ça fait un peu... Et tout ça, ça crée du lien, et c'est ça que je cherche à faire, quoi. Je cherche vraiment à ce que quand on... Je pense qu'il y a quelques... Moi, il y a des livres qui m'ont scotché, qui m'ont fait pleurer. Il y a des livres il y a des films aussi qui nous ont touchés tellement fort. Si on lit un livre et que quand on en sort, on n'est pas différent qu'au début, je vois pas vraiment l'intérêt, quoi. À un moment donné... distraire les gens, c'est pas suffisant pour que je passe des milliers d'heures sur mon ordinateur. Je trouve que c'est bien de pouvoir amener plein de petites idées, puis après chacun fait son marché, et puis il va partir avec une idée, une phrase. Voilà, j'ai eu des gens qui m'ont écrit. Il s'est passé des choses fortes chez certains lecteurs quand même. Effectivement. Quand on découvre, déjà on découvre le personnage principal, Alain, c'est un personnage qui est plein de freins, qui est plein de peur au départ. Et finalement, ce personnage, cet Alain, c'est un peu nous tous, nous toutes. On a tous nos peurs, on a tous nos freins, on a tous nos expériences de vie. Et votre roman, il brouille les pistes. Justement parce qu'il a une particularité, une fois de plus, parce qu'il a plein de particularités, c'est celui du compte à rebours. Il y a des dates, il y a des dates J-. Oui, tout le livre est un compte à rebours. C'est un compte à rebours qui arrive jusqu'au jour J. Et ça maintient déjà un certain niveau de suspense. Ça permet aussi à notre personnage principal de passer à l'action en lisant le livre qu'on trouve à l'intérieur du livre. Et puis, on se rend compte qu'il y a le sens caché des mots. Et au fur et à mesure que l'on avance dans l'histoire, on est dans le doute. On imagine le choix idéal selon notre propre histoire personnelle. Et on se dit, finalement, la solution, ça va être ça. Et quand on arrive, on aurait pu imaginer que c'était ça la solution. Pas du tout. Ça n'a rien à voir parce qu'il y a un aléa, parce qu'il y a des choses de la vie qui font qu'on n'arrive pas où nous, personnellement, lecteurs, on croyait aller. Parce qu'on a des tas d'indices au départ qui nous orientent vers une histoire, mais en fait, c'est pas du tout ça la conclusion. Et finalement, par cette approche rédactionnelle, vous bousculez les codes. Ouais, en même temps, je pense que c'est la vie qui bouscule. Est-ce que vous savez tous où est-ce que vous allez être dans un an Alors, peut-être que oui. Et si c'est un choix, c'est super. Et si ce choix vous rend joyeux et joyeuse, c'est encore plus super. Mais peut-être qu'il y a des choses qui nous attendent au coin de la rue, qui peut être un accident, une rencontre, une maladie, un décès, un enfant qui naît, je sais pas quoi, un livre, un film, et qui fait que notre vie va plus tout à fait de la même manière et qu'on va s'engager dans quelque chose qui va nous toucher. Et c'est là où je trouve qu'on devient vraiment vivant, parce que l'homme qui voulait mourir vivant, en creux, ça parle de l'homme qui voulait vivre vivant, parce que c'est le sac. Et pour moi, c'est presque plus important de vivre vivant que d'être heureux. C'est génial d'être heureux. Alors après, être heureux, qu'est-ce que c'est, on peut voilà, pour moi, être joyeux, ça dure. C'est une émotion, et une émotion, c'est labile, ça tient pas longtemps. Être heureux, c'est un peu plus un sentiment qui est stable. Mais il y a eu des moments où j'avais l'impression de vivre vivant. J'étais pas forcément heureux, mais j'étais putain de vivant, quoi, parce que je faisais quelque chose d'étonnant, parce que je m'étais poussé à faire quelque chose de difficile. Et même si c'était pas très facile, j'avais l'impression d'avoir un peu
écarter les murs de ma prison intérieure ou de ma destinée, je sais pas. Bon, le top, c'est de pouvoir allier les deux, hein, mais je trouve que ça vaut le coup quelquefois de se pousser un peu et de pas trop savoir où on va. Donc du coup, écrire un livre qui finalement ne va pas là où on pensait que ça allait être, parce que c'est une métaphore de la vie aussi. Et de nos vies, finalement, tout n'est pas écrit à l'avance. On a une part on n'a pas 100%, je pense, de notre liberté intérieure. Je pense qu'on est moins libre que ce qu'on peut croire, mais à la fois, on pourrait être beaucoup plus libre que ce qu'on peut croire, quoi. C'est peut-être la phrase la plus paradoxale de la soirée, mais je vais la répéter parce que celle-là, je la trouve pas mal. Je pense qu'on est moins libre que ce qu'on croit, et que pourtant, on pourrait être plus libre que ce qu'on peut croire. Débrouillez-vous avec ça. Je vais essayer d'y cogiter moi aussi dans la soirée. Et je crois vraiment à ça, quoi. Je crois qu'on est quand même prédéterminé. Malheureusement, on ne peut pas tant faire de choses que ça. Et en même temps, qu'est-ce qui nous empêche qu'est-ce qui empêche ce monsieur de vendre son bar et de partir à l'aventure avec le peu d'argent qu'il va avoir ou je ne sais quoi, et de se retrouver au fin fond de Bali ou de Tahiti ou je ne sais pas quoi, et de chercher peut-être un peu du boulot et tout. C'est possible. C'est pas facile, c'est peut-être bizarre, il faut voir l'entourage, faut voir tout ça, et puis il faut voir aussi s'il est bien heureux, enfin voilà, tout ça. Mais c'est possible, quoi. Et donc du coup, peut-être qu'il y a des moments dans la vie où on pourrait appuyer un peu sur le bouton pause de la vie et s'offrir 3 mois sabbatiques. Voilà, ma femme est partie et marchait sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. J'ai pas pu aller avec elle. C'est chouette qu'elle le fasse toute seule. C'est cool, quoi. On se retrouvera un peu plus tard. Tout va bien, quoi. Et elle va faire des expériences et elle en fait. Et voilà, c'est ça, vivre vivant. Je trouve que c'est chouette, quoi. Jacques Brel qui disait, il parlait pas de Donzère, il parlait de Bruxelles. Il disait, le mec qui veut aller de Bruxelles à Pékin, c'est pas d'arriver à Pékin qui est difficile, c'est de partir de Bruxelles. Ça, c'est difficile. Les freins, ils sont là. Parce qu'après, Pékin, Tahiti, je pense que on verra, quoi. On avisera, ça sera peut-être l'endroit où on arrivera, on trouvera forcément des choses. Il faudra qu'on cherche un endroit pour dormir, on va bien se débrouiller. Mais par contre, tout laisser, ça c'est un peu plus difficile quand même. Donc voilà, on part d'un point A avec un double tsunami et on arrive à d'autres choses. Et il rencontre des gens, il va faire plusieurs rencontres à New York et ces rencontres vont changer sa vie, c'est clair. Ces rencontres, ces réflexions, ouais. et aussi ce personnage, finalement, avec son regard sur la vie, et qui est exposé à des situations. Et alors, ce qu'on découvre de très particulier, c'est une situation qui se pose, 2, 3, 4 personnages que notre personnage principal, Alain, a rencontrés. Et on va avoir le regard, la description de ce que chacun va ressentir dans cette situation-là. Là, on est vraiment dans un type d'écriture qui est, là encore, hors du cadre, où chacun, dans une situation identique, va avoir son regard, ses ressentis, ses réactions, et va imaginer ce que les autres vont penser. On trouve cette particularité à plusieurs reprises dans votre livre. Là, il me semble, et ça n'engage que moi, qu'il s'agit d'une vraie prouesse littéraire, parce que on découvre la situation au départ, avec notre regard de lecteur, et on imagine, on voit ces différents personnages, et après, on revient en arrière, et on reprend chacun des personnages qui va avoir son appréhension de la situation. Ouais, c'est un petit artifice. Ça n'existe pas beaucoup en littérature. Alors, je ne l'ai pas trop trouvé, mais je suis sûr que ça existe. Je suis quand même pas le premier farfelu à avoir fait ça. Donc, du coup, c'est une description d'une scène du point de vue d'un des personnages. Et puis, le chapitre d'après, c'est la même scène décrite par un autre personnage. Et donc, il y a quelques répétitions parce que c'est la même scène. Donc, je peux pas. Mais si on devait prendre ce qui se passe là ce soir, je suis absolument persuadé que nous ne vivons pas la même soirée. Vous êtes chacun
il y en a peut-être qui s'ennuient, il y en a peut-être qui disent mais il est passionnant ce mec, il y en a peut-être qui disent mais il s'écoute parler, il y en a peut-être qui disent mais il est mignon, d'autres qui disent oh, sa chemise elle est là, nanana. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y en a peut-être qui sont fatigués, il y en a peut-être qui sont contents, il y en a peut-être qui ont envie de poser des questions, il y en a peut-être qui ont envie de... Enfin, nous croyons que nous vivons la même soirée, mais nous ne la vivons pas. Vous et moi, on pourrait nous après se dire mais comment vous l'avez vécu, voilà, et ça, je trouve que c'est passionnant parce qu'on croit qu'on fait partie de la même famille ou qu'on vit les mêmes choses, alors qu'en fait, si vraiment on allait chercher ce qui se passe chez l'autre et comment vit l'autre, du coup, c'est intéressant et y compris dans nos opinions politiques. Du coup, quand on a la certitude que chacun vit dans son monde, quand deux personnes vont parler de Bardella, ils vont pas parler du même Bardella. Vous allez parler de votre Bardella intérieur, de votre idée de Bardella, et moi je vais parler du mien. Et donc du coup, il n'y a plus à s'opposer, puisqu'on ne parle pas de la même personne. On parle chacun de ce que nous, on projette de ce monsieur. Et il y a des gens, ils projettent du positif, ils vont voter pour lui, et il y a des gens qui projettent du négatif, ils vont pas voter pour lui. Mais si on se mettait tranquillement en train de dire « Ah, c'est comme ça que tu le perçois ? Ah ouais, c'est intéressant. Et waouh ! Et tu penses qu'il peut faire ci et ça ?» Bon, alors, j'ai pris quelqu'un un peu clivant, donc c'est peut-être pas très terrible, mais c'est un peu la même chose quand on... Je pense qu'on n'a vraiment pas accès au vrai Emmanuel Macron, ou au vrai Bardella, ou à la vraie soirée de ce qui se passe ce soir. On a chacun accès à notre propre subjectivité et à notre propre avis personnel. Donc en fait, apposons nos points de vue plutôt que de les opposer, puisque de toute façon, il n'y a personne qui détient la vérité. Et ma version de cette soirée, elle n'est pas plus vraie que la vôtre ou que celle de chacun, quoi. On est tous dans notre monde intérieur, en fait, et c'est probablement dans ce monde-là qu'on est heureux ou malheureux, plus que dans le vrai monde. Alors c'est peut-être un peu plus facile d'être heureux quand on gagne bien sa vie, qu'on est en bonne santé, qu'on est jeune, et que plutôt que tous ces trucs-là à l'inverse. Et en même temps, on a tous voyagé, on a tous rencontré des gens qui n'avaient rien et qui nous auraient donné leur chemise et qui savaient pas s'ils allaient manger le lendemain et qui étaient pourtant avec le sourire et qui étaient un vrai sourire, quoi. Ce qui prouve bien qu'on peut peut-être être heureux avec plus à partir de nous-mêmes qu'à partir de certains déclencheurs extérieurs, quoi. Je ne sais pas du tout pourquoi je vous raconte ça. C'est ce qui nous permet de faire la distinction entre le réel et le vrai. Oui, on peut le dire comme ça. À méditer. Ça va, c'est ça. Hein, c'est ça. C'est ça. Alors, peut-être, là on a parlé du livre, on n'ira pas plus loin, je suis tentée de dire plein d'autres choses, mais ce que je ne veux pas, c'est raconter l'histoire, parce que chaque lecteur doit pouvoir la découvrir par lui-même. Ce qui serait intéressant, c'est que vous choisissiez un extrait de votre livre, que vous puissiez nous en lire un petit extrait pour donner une idée déjà du style d'écriture, je dirais l'accessibilité du texte. Alors ça, vous me l'avez demandé juste avant, et du coup, je me suis je savais pas. C'était le piège du jour. Ouais, non, mais ça va. Et est-ce que ça... Alors du coup, j'ai trouvé 2 petits passages. Oui. 2 passages de ça. Très ça bien. Va, c'est pas... C'est vous qui décidez. Et un qui est plutôt au début du livre. Ça donne une idée de la trajectoire, puisque c'est mon identité du jour, parce que voilà, ça se passe sur 6 mois, et évidemment ce héros il va vivre une trajectoire. Donc du coup ça démarre un peu raide, parce qu'au départ quand même on part de ce double tsunami. D'ailleurs je crois que ça fait partie du petit passage. Alors 75, sa conscience le ramène. Donc là, c'est Alain qui est qui est à Central Park et qui laisse un peu les émotions venir comme ça. Il est là un peu perdu, en train de chercher une femme. Il sait même pas si elle est là, et il se demande qu'est-ce qu'il fout là. Sa conscience le ramena au mois dernier, lorsque son destin avait basculé. Le 1er mars, il apprenait qu'il avait un cancer. 18 jours plus tard, sa compagne le quittait. Comment se remettait-on d'une double déflagration ? Il déplia la lettre de rupture d'Alison qu'il gardait en permanence dans sa poche arrière et qui avait pris avec le temps la courbure de sa fesse. Alain avait dû la lire une bonne 30aine de fois. Cela ravivait systématiquement sa blessure.
mais il préférait la laisser ouverte, imaginant la cicatrisation pire que la plaie elle-même. Le fait de chercher Alison, son âme sœur, comme il l'appelait souvent, lui permettait de rester actif et d'espérer. Mieux valait un espoir pour l'instant déçu que plus d'espoir du tout. Car derrière la porte de la résignation, il pressentait un anéantissement de l'âme qui l'effrayait au plus haut point. Lui qui pouvait passer des heures en montagne, isolé, ne se sentait pas capable de surmonter cette solitude-là. Donc c'est raide un peu au départ. Et puis, 350 pages plus loin, un petit passage. Donc là, il est dans un aéroport à Genève et il repart pour New York. Je spoil rien. Dans la salle d'embarquement, il sort de son sac le sandwich acheté plus tôt et en défait l'emballage plastique. Avant de le porter à sa bouche, il l'observe, comme s'il avait dans ses mains un repas de roi. Parce qu'à bien y regarder, ce simple jambon fromage est un vrai miracle. Y ont participé un cochon, une vache, quelques tiges de blé, le sel de la mer, les nuages qui ont arrosé le blé, les paysans qui ont planté et récolté, d'autres qui ont trait la vache et pasteurisé le lait, moulu la farine, pétri le pain, ainsi que tous les gens travaillant dans les transports de marchandises, et jusqu'au serveur qui le lui a vendu. Avec ce regard profond, chaque bouchée qu'il prend participe à bien plus qu'un repas, une prière. Sa manière à lui de démarrer la version 2.1. Voilà. Très bien. Merci. J'aurais tellement envie de parler davantage de votre roman, Michel. Il y a tellement de choses à en dire. Mais je fais le choix de m'arrêter. De m'arrêter sur ce propos pour conclure. Ce que je retiens de votre livre, c'est que la mort nous dit plus jamais. Mais la vie aussi peut nous dire plus jamais. Faire des choix dans la vie, c'est se dire plus jamais. Et ce plus jamais nous permet d'oser découvrir du nouveau, du différent, parfois un meilleur jusqu'alors impensable, interdit, voire inattendu. Votre livre, mon cher Michel, nous invite à nous mettre au service de la vie, au service de ce que nous devons vivre, que nous refusons, car nous avons peur, car les freins nous empêchent d'agir, alors que l'on sent et que l'on sait que le meilleur reste à venir. Et si vous me le permettez, je vous laisse le mot de la fin. C'est touchant ce que vous dites. Ouais, je sais pas, c'est une belle conclusion aussi. Voilà, on est dans un espace entre notre naissance et notre... mort, souvent, je me souviens un jour, vous avez dû déjà entendre ça, je sais plus, c'était Jacques Salomé, je crois qu'il disait ça, mais peut-être qu'il avait pris à quelqu'un d'autre, qui était, qu'est-ce que c'est le contraire de la mort? Le contraire de la mort, c'est pas la vie, le contraire de la mort, c'est la naissance. C'est une manière de voir. La vie, c'est quelque chose qui est peut-être en deçà et peut-être au-delà. Je ne suis pas spécialement croyant, je suis plus... je ne suis pas religieux, je suis peut-être un peu plus dans la recherche spirituelle et je ne suis pas tellement porteur de réponses, mais je pense que je suis porteur de questions et je continue de me questionner un peu. Je ne pense pas y répondre de mon vivant. Mais du coup, en tout cas, on est enfermé entre a priori une date de naissance et une date de mort et on fait quoi au milieu, quoi?
Ouais, et du coup, on la vit comment voilà, alors, du coup, si tout se passe bien, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de questions à se poser et je crois profondément on ne se pose la question du sens de la vie que quand on ne trouve pas le sens de sa vie et que le jour où on trouve le sens de sa vie et qu'on a la chance d'avoir des enfants, des petits-enfants et que tout se passe bien, franchement, ne nous prenons pas le chou plus que ça. Mais s'il y a des trucs qui tapent à la porte, la nuit en rêve ou le matin quand on est dans son lit avant d'avoir démarré la journée, si on sent qu'il y a des choses qui pétillent à l'intérieur de nous ou qu'on a envie de faire, je pense que si nous avons des rêves, c'est que nous avons la capacité de pouvoir les réaliser. Je ne sais pas si on peut généraliser ça, mais je pense que sinon on ne les aurait pas, quoi. Moi, j'ai pas le rêve d'avoir un troisième bras ou ou d'être milliardaire. J'ai des rêves, vous avez les vôtres. Où sont vos rêves? Est-ce qu'il reste encore des rêves d'adolescents qui sont encore enfouis à l'intérieur de vous? S'ils sont toujours vivants, c'est qu'ils ont probablement quelque chose à vous dire et nous pourrions peut-être nous en occuper. Et nous en occuper, on peut le faire de plein de manières différentes. On n'est pas obligé de faire un voyage à Tahiti, mais on peut regarder des vidéos de Tahiti. Je ne sais pas pourquoi je parle de Tahiti, c'est pas trop mon kiff particulier, hein. Mais on peut aussi écrire quelque chose. Là-dessus, on peut lire des romans de gens qui vivent aux Antilles ou des choses comme ça. Et oui, je pense que la vie et la mort, le fait de savoir qu'on est mortel, donne de l'intensité à notre vie. Et qu'un jour, nous ne pourrons plus jamais monter les escaliers 4x4, nous ne pourrons plus jamais, nos enfants seront, moi, voilà, mes filles sont parties de la maison, elles sont vivantes, mais on les voit plus beaucoup, et tout a une fin, quoi. Donc du coup, en attendant, en ce moment dans vos vies, qu'est-ce que c'est qui est vraiment important, et dans ce cas-là, profitons-en, et qu'est-ce que c'est qui manque, et dans ce cas-là, allons peut-être le chercher, quoi. Et tentons d'être le plus vivant possible, je ne sais pas. Mon dada. Merci à vous, Michel, pour vos réponses, pour vos éclairages sur ce sujet de la vie. Finalement, l'homme qui voulait mourir vivant décide de vivre vivant. C'est clair.